Ce n'est qu'une fois l'écueil économique franchi, sans doute le plus difficile et le moins agréable, que commencera véritablement le travail du fauconnier. Dès sa prise en charge, le rapace apprend à se fier, mais aussi à se méfier de chacun des gestes de son dresseur et de tout ce qui l'entoure. Le dressage de l'autour sur le point du fauconnier constitue la première étape de l'apprivoisement. Après quelques heures mouvementées passées sur son point, l'autour finira par accepter les morceaux de viande offerts généreusement par le gant du fauconnier, auquel l'autour se familiarisera chaque jour un peu plus. Après cette première étape et les nombreux repas pris sur le gant, suivront les vols de confiance, étape préalable au vol en liberté, lesquels constituent une preuve de fidélité indispensable à laquelle chaque oiseau est soumis par son fauconnier. L'autour identifie chaque jour un peu mieux son dresseur, le ton de sa voix, ses gestes et ses ordres. De son côté, le fauconnier évalue lors de chaque leçon la docilité et la confiance de son élève. Le jeune autour, né en captivité, ne s'est pas encore chassé, bien qu'instinctivement, il puisse dans un premier temps s'attaquer à n'importe quel type de gibier, parfois plus grand ou plus rapide que lui. À présent, le fauconnier se doit non seulement d'exercer la tâche d'instructeur au cours de ses combats, mais aussi de parent du jeune autour. En effet, ce sont ces derniers qui, dans la nature, initient leurs petits aux techniques de la chasse, et ils le font de la même façon que le ferait un fauconnier, c'est-à-dire en lâchant pour l'autour une série de volatiles ou de mammifères de petite et de moyenne taille, préalablement capturés, qui se révéleront être pour l'autour apprenti des proies relativement faciles. Une simple pie, différentes espèces d'oiseaux aquatiques ou encore un lapin peuvent constituer une proie idéale pour l'autour, bien qu'il y ait peu de fauconniers qui se résignent à initier l'autour à la chasse au lièvre, considéré sans doute comme le gibier de prédilection de ce rapace.
Après la capture et les premiers lâchers munis du poids adéquat, arrive le moment tant attendu. Eh bien, il pèse 785 grammes. L'impassibilité et l'esprit dévastateur dont les autours font habituellement preuve par rapport au faucon semblent éloquents lorsqu'on voit ces images. Le transmetteur protégera l'oiseau lors de sa première journée de chasse et continuera à le faire dans le futur, tant que le danger des fils à haute tension existe à proximité de la zone de vol. La tâche du dresseur est plus difficile lorsque la chasse se pratique à l'aide d'un chien. En effet, le dresseur devra apprendre au chien que son travail consiste uniquement à débusquer et à lever le gibier. Quelques proies levées par ce nouvel assistant suffisent à l'entour pour comprendre que dorénavant, celui-ci sera son allié. Les hésitations et les sensations de cette journée de chasse sont telles qu'elles resteront à jamais gravées dans la mémoire du fauconnier, surtout lorsque l'inexpérience est partagée aussi bien par le dresseur que par l'oiseau. Les premiers jours sont habituellement riches en erreurs imputables à l'inexpérience de l'oiseau et à des gibiers beaucoup plus revêches que les proies d'entraînement.
c'est précisément lors de chaque lâcher raté que l'autour doit comprendre que le gant de son maître est un refuge où il pourra trouver quelques béquets de viande qui lui permettront de vite oublier l'échec qu'il vient de subir. Au fur et à mesure que la saison s'avance, les lancers initient l'oiseau et les futurs dresseurs à l'art séculaire de la fauconnerie. Mais de nombreuses épreuves attendent le fauconnier et son oiseau, car de tous les oiseaux de proie, l'autour se révèle être le plus farouche. De façon quasi systématique, il retient tout ce qui lui déplaît ou ce qui, à un moment donné, a représenté pour lui une expérience négative. En effet, le magnifique coup de patte ou la morsure d'un lièvre, un chaperon mal mis, les continuels sursauts du point du dresseur ou encore un chien trop impulsif comme celui que nous verrons à présent, peuvent ruiner tout le travail d'apprivoisement accompli par le dresseur. Un autour mis à mal par les coups de patte d'un lièvre qui finalement est parvenu à s'enfuir, par les bousculades des chiens, donnera du fil à retordre au fauconnier. Parfois, malgré les efforts du fauconnier, il arrive que l'autour finisse par ne plus tolérer la présence du chien, qui jusqu'à présent avait été son allié, et refuse même d'attaquer les lièvres. Autour de la mare, l'absence d'arbustes ou de roseaux empêche les chasseurs de se dissimuler. L'exceptionnelle vue et la méfiance des colverts les emmènent vers la baie du Mont-Saint-Michel. La passée du matin s'achève, quelques bécassines imprudentes sont tirées, et il est temps, pour les chasseurs, de récupérer les canards tombés sur les temps. Ferme la jeune. Arbitralement. Oui, oui. Il a pour son plumage. Oh, moi, plus pas. André Legendre décide d'aller longer le Couesnon à la recherche d'une canne isolée qui aurait trouvé refuge sur ses berges. André Legendre connaît parfaitement le marais
car il y chasse depuis longtemps. Je suis ici. Ah ouais, ouais. Depuis 62. Là, il est plein des deux côtés, jusqu'en haut. Il va jusqu'à la limite de la route. Le Couesnon est en crue à partir de quand? Au mois de mi-novembre, quoi. Ça dépend du temps, mais au mois de novembre, il arrive à être plein comme il faut. Mais tant que le Couesnon ne déborde pas, le marais n'est pas plein, non. Il faut qu'il arrive à sa surface tout le temps. Et après, le temps plein, il déborde. Et alors là, les canards? Les canards, ils viennent mieux, là. Ils viennent partout. Là, ils sont même plus en sécurité sur les petites prairies comme ça que dans le marais, là, en fait. Parce que c'est déjà plus couvert. Là. Et plutôt, si on avait des chiens, ça serait plus facile. Comme là, on n'a pas droit aux chiens la quinzaine avant l'ouverture générale. Et on n'a plus de chance d'en tuer. C'est comme ça. On peut passer facilement à côté du Couesnon, et puis que le canard est sous le talard, mais il ne part pas. Tandis qu'avec un chien, il a tendance à descendre un peu au bord du Couesnon. Il tombe sur le côté d'un talard, il y en a un tout, il part. Un peu haut, ouais. André tire un colvert de passage, mais pas de canard sur les bords du Couesnon. Seul un ragondin imperturbable. André est d'ailleurs l'un des piégeurs de ragondins du Marais, et sur le chemin du retour, il vérifie ses pièges. Il prend la cale. C'est un monde. Moi, je viens 2 fois par jour. Hein. Le matin, puis À l'heure actuelle, recurve, mais pendant de nombreuses années, j'ai utilisé un compound, c'est-à-dire un arc à poulie. Voilà. Et sous les conseils d'un ami, Philippe Lapègue, qui est d'ailleurs facteur d'arc, je me suis mis au recurve, c'est-à-dire l'arc classique. Voilà. C'est-à-dire un bout de bois et une corde. Alors c'est un arc qui est fabriqué à lamellé-collé. Disons qu'il y a une poignée qui est faite, premièrement, sur laquelle viennent se rapporter les 2 branches qui sont à lamellé-collé. Alors là, toutes les possibilités sont permises. On peut employer diverses essences. Celui-là est fait en poignée en hêtre. On peut employer des branches en nif, on peut employer en bois exotique. Tout est permis. En bambou, tout est permis. Pour bander un arc, nous employons, dans le cadre d'un recurve dont les branches sont assez fines et donc plus fragiles que les autres, nous employons donc une fausse corde. Fausse corde. Voilà comment s'emploie la fausse corde. L'arc est armé, l'arc est bandé. Pour ma part, je chasse uniquement en France parce que je pense que je n'ai pas encore fait le tour de la question en France, mais il n'est pas impossible que dans les années à venir, j'envisage des voyages de chasse à l'étranger, pour chasser notamment des espèces que l'on ne trouve pas en France, voire même en Europe. D'abord les qualités. Les qualités d'un archer, d'abord être persévérant. Et d'abord, il faut aimer être dans la nature, aimer être au contact des bêtes et de la nature. Voilà. Et surtout la persévérance. Jamais ne se partir battu. Jamais ne partir battu et y croire en permanence. Et au fil des sorties, on acquiert de l'expérience qui nous fait progresser pour les sorties suivantes et ainsi de suite. En fait, c'est avant tout une chasse d'observation. Il faut en permanence observer.
regarder les indices, parce que, étant donné que nous n'avons pas de chien qui nous demande de voir ces indices, on ne peut compter que sur soi-même. Donc il faut s'apprendre à développer les sens, qui en fait étaient les sens dont la nature nous avait dotés, mais qui au fil des ans, au fil des siècles, nous avons oublié un peu. Et par la chasse à l'arc, je trouve, moi, que nous arrivons à redévelopper ces sens, l'odorat, l'ouïe, la vue, parce que nous sommes obligés, pendant la pratique de la chasse à l'arc, à avoir ces sens vraiment développés. Alors depuis le chasse à l'arc, vous doutez bien que des anecdotes tout archées pour en écrire un livre, des anecdotes qui sont arrivées sur le terrain. Mais c'est vrai qu'il y a une journée dont je me rappellerai toute ma vie. C'était une journée exceptionnelle, une fin de mois de septembre. Nous chassions donc l'isard dans les Pyrénées. Et ce jour-là, dans une journée, j'ai vu pratiquement toute la faune pyrénéenne. Voilà. Ça a commencé le matin à la nuit en montant, nous avons dérangé les sangliers qui ont traversé une pelouse. Nous sommes montés, en sortie de forêt avant d'attaquer les pelouses. Nous sommes tombés, j'étais donc avec un copain ce jour-là, nous sommes tombés sur un brocard. En suivant la bordure d'une sapinière, nous avons fait partir les côtes de bruyère. Nous avons ensuite levé une compagnie de perdreaux. C'était le brame du cerf, donc en septembre, nous avons vu évidemment des cerfs bramer toute la journée. Et ensuite, après la pause de midi, nous avions donc repéré un solitaire dans un pierrier. En approchant ce solitaire, nous sommes tombés sur une compagnie de lagopèdes. Et donc nous sommes arrivés en fait à approcher le solitaire. Nous faisions une approche donc à deux, le copain en bas me guidait. Et je suis arrivé pratiquement sur la pierre sous laquelle il était couché. Je ne savais pas sous laquelle pierre il était couché. Le copain d'en bas voyait l'isard, il me voyait à moi. Et donc l'isard est parti sans que je m'en aperçoive. Et quand le soir je suis redescendu et qu'il m'a raconté la scène, en fait il m'a dit qu'il avait l'isard à 2 mètres des semelles. Voilà. Et ni l'isard ni moi nous nous sommes vus. Voilà. C'était le genre de journée qui ne peut pas s'oublier. Voilà. Et l'aigle royal aussi. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle journée de chasse que nous allons passer ensemble. Alors aujourd'hui c'est une journée de chasse particulière, alors je vous dis ça souvent parce qu'évidemment j'essaie de vous montrer des chasses que vous ne rencontrez pas tous les jours. Alors là il n'y a pas de danger, on ne risque pas de rencontrer tous les jours ce type de chasse qui se passe un petit peu, c'est un peu une fable, hein, c'est le renard et les 2 piégeurs, c'est en fait une fable, presque une pièce de théâtre, parce qu'en fait, vous allez voir, il y a une unité de temps et une unité de lieu. Pourquoi une unité de temps? C'est parce que nos 2 piégeurs que l'on va vous présenter, en fait, cherchent l'endroit où se trouvent les renards, et puis ils ont peu de temps, car les renards, ils sortent au moment où la nuit commence à tomber, et entre le moment où la nuit commence à tomber et puis le moment où elle tombe, il se passe vraiment très peu de temps. Alors on a une unité de temps et évidemment on peut difficilement se déplacer. Une fois qu'on est en place, on observe un temps et ou bien les renards sortent et on va voir comment on s'occupe d'eux et ou bien ils ne sortent pas. Alors là
on observe nos deux amis qui regardent les informations qu'ils ont pu avoir des agriculteurs la plupart du temps, qui se plaignent des dégâts des renards. C'est facile à voir, hein, les dégâts des renards quand le poulailler est vide et que tous les poulets sont un peu saignés, on peut quand même mettre ça sur le dos du renard assez souvent. Alors bon, eux, ils savent bien où se trouvent les renards, mais ils n'ont pas toujours de la chance. Alors là, ils sont en train de se repérer, de regarder, de trouver des indices. Et tous les soirs, bien entendu, ils ne peuvent pas opérer. Cependant, pour l'instant, je ne vous dis pas comment ils font. Et je vous garde un petit peu de suspense. Je peux vous dire quand même, ayant eu l'un d'eux au téléphone il y a très très peu de temps, que le succès a été assuré tous ces derniers temps. Alors cette soirée-là que l'on voit là n'a pas vu d'animaux, mais heureusement que ça n'est pas une science exacte. Je peux en tout cas vous dire que sur le mois de mai de cette année, 5 sorties ont été couronnées de succès, et c'est quand même tout à fait surprenant de voir cette technique. Alors, on va se mettre en place sur une autre soirée, et puis on va rester ensemble, et donc on va voir cette fable, qui n'est pas une fable, qui est bien une réalité, le renard et les œufs piégeurs.